Bonjour à tous. On va vous laisser un petit peu le temps d'arriver. Ce soir, c'est le 12e live psycho. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, donc ce soir, on va parler des relations avec les parents. Donc c'est vraiment une thématique qui revient très souvent dans les séances qu'on peut faire avec des étudiants. Donc ça me semblait vraiment essentiel d'en parler ici. Donc bonjour aux personnes qui arrivent. Donc j'étais en train de dire qu'on va parler de la relation aux parents ce soir. Donc j'espère que c'est une thématique qui va vous intéresser. En tout cas, elle me semble vraiment essentielle parce que dans votre période de vie actuelle, ça peut être une problématique qui peut prendre énormément de place. Donc c'est ce dont on va parler ce soir. Donc le temps que tout le monde arrive, je refais la petite présentation. Donc je suis Marie-Émilie Vriendour. Bonjour Mélanie. Donc je suis psychologue sociale de la santé, pour être un peu plus précise. Donc j'ai un cabinet sur Aix et je travaille avec le Crous dans ce dispositif, Salam comme tu dis. Donc, euh, donc voilà, je travaille avec le Crous dans ce dispositif où chaque étudiant d'Aix, de la communauté Aix-Marseille, a du coup l'accès à 5 consultations totalement gratuites, en tout cas prises en charge par votre CVEC. Donc il ne faut vraiment pas hésiter si vous êtes en difficulté à solliciter l'aide des psychologues qui travaillent avec le Crous. Sur Aix, c'est moi en l'occurrence. En ce moment, avec l'histoire du coronavirus et la mise en place des téléconsultations, je suis aussi sur Arles et Marseille en termes de téléconsultation, mais sinon je suis vraiment sur Aix. Donc si à un moment donné il y a une problématique qui vient et qui ressort, y compris lors des lives, n'hésitez pas à prendre une consultation pour vraiment venir un peu décharger ce que vous avez besoin de décharger et aborder cette thématique. Voilà, c'est vraiment le but. Et donc je vous disais, il y a 5 consultations prises en charge par votre CVEC. Et du coup, il y a normalement le fait que 2 fois par semaine, je vais dans les CTU rencontrer les étudiants. Et vu que ce n'est pas possible avec le coronavirus, on a un peu transformé la proposition pour proposer de faire ces lives voilà, que j'anime le mercredi soir et jeudi soir à 20h. Donc je suis vraiment ravie à chaque fois de vous retrouver. Et voilà, je suis très contente des échanges qu'il peut y avoir entre vous et moi, des questions que vous pouvez poser. Il y en a qui commencent à être vraiment des habitués. Donc n'hésitez pas à passer le mot autour de vous auprès des étudiants s'il y a des thématiques qui peuvent leur parler. Ou en tout cas, il y a les replays aussi, donc vous pouvez aussi regarder les replays si ça vous intéresse. Bon, dans les replays, bien évidemment, c'est toujours un peu particulier parce que vous ne participez pas directement au live. Voilà, j'essaye de dire le moins de bêtises possible, mais en tout cas, voilà, c'est pas la même spontanéité que quand il y a vraiment les lives. En tout cas, vous savez que vous pouvez regarder les replays si à un moment donné, vous devez partir ou que vous arrivez en retard ou voilà, vous avez l'impression que vous avez besoin de réentendre les informations, et bien n'hésitez pas à regarder les replays. Donc je vais dire bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc il y a Audrey, bonsoir Tiffany. Mélanie, je t'avais déjà vu. Ok, donc bonsoir aussi à tous les autres dont je ne vois pas forcément les noms sur le listing. Voilà, je suis vraiment ravie encore une fois de vous retrouver chaque mercredi et chaque jeudi. N'hésitez pas à proposer des thématiques aussi parce qu'à chaque fois je m'inspire un peu de ce que je peux avoir dans les consultations avec les étudiants, mais n'hésitez pas à proposer des thématiques. On m'a proposé plusieurs fois le couple et la sexualité, donc oui, ça fera partie des thématiques de la semaine prochaine, le mercredi. Voilà, donc on sera sur couple et sexualité. Je ne sais pas encore comment je vais aborder la question, donc n'hésitez pas à m'envoyer par message privé ou dans les commentaires des questions plus précises que vous souhaiteriez aborder, parce que couple et sexualité, c'est vraiment... on est sur de la thématique super large en fait, hein, donc n'hésitez pas à être un peu plus précis sur vos attentes, sur ce que vous aimeriez voir dans ce live. Pour le live de ce soir, nous allons parler non pas de la relation de couple, mais de la relation aux parents. Donc comme je vous disais, c'est une thématique qui est récurrente dans les séances qu'on peut faire avec des étudiants parce que, de fait, vous êtes dans une période de vie où vous quittez pour la plupart le foyer familial pour vivre votre propre vie, et cette transition se passe parfois de manière idéale, c'est-à-dire ça se passe super bien et tout est en place pour ça, et tout le monde apprécie cette transition.
mais il y a des fois où ça se passe de manière un peu moins fluide, et il y a des heurts, chacun a du mal à trouver sa place, ça se frictionne, et c'est normal, et on va vous expliquer, enfin je vais vous expliquer pourquoi ce soir. Alors il y a Audrey qui parle des relations dans la fratrie. Ouais, très intéressant pour le coup. On va en parler un petit peu ce soir, mais j'ai vraiment ciblé sur la famille au sens large, et après, donc peut-être que déjà Audrey, tu auras déjà quelques infos sur la fratrie dans cette première partie-là sur la famille, sur comment ça fonctionne une famille. Et dans un deuxième temps, je vais vraiment axer sur les parents, parce que, encore une fois, c'est ce qui revient le plus dans les séances que je peux faire avec vous, les étudiants. Ok? Bon, on va commencer. Alors, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde, donc j'espère que petit à petit, les gens vont nous rejoindre. N'hésitez pas à partager les lives sur les différents groupes du Crous. Notamment, là, je parle plus particulièrement au service civique, parce que je sais qu'à chaque fois, ils font un boulot remarquable de transfert sur les différents groupes pour que tout le monde puisse avoir accès aux vidéos. Chloé aussi, et sur le coup, je sais qu'à chaque fois, elle est hyper réactive par rapport à ça. Donc vraiment, encore merci les services civiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout le travail qu'ils font, mais c'est vraiment super quoi. Donc déjà, encore merci les services civiques. Donc on va parler des relations aux parents. Donc bien évidemment, comme je vous ai dit, avant de parler de parents, on va parler de la famille. Parce que la famille, c'est quand même la base du parent. En tout cas, quand on parle de parents, on parle avant tout d'un rôle qui se joue dans le cadre d'une famille. Donc on va parler vraiment de la famille. Comme je vous ai dit, comme hier, je vous montre mon petit plan. Donc si à un moment donné, vous voulez apprendre à faire des mind maps, ça peut être intéressant aussi de voir comment on organise les idées et tout. Donc là, toute ma soirée est sur cette feuille. Donc par rapport aux relations familiales. Donc déjà, il faut savoir une famille, c'est un groupe de personnes. On ne peut pas être une famille à soi tout seul. Enfin, en tout cas, ça serait quelque chose d'assez particulier de se dire « Ok, je suis ma famille à moi tout seul ». Il y aurait plutôt une notion d'intégrer tous les rôles dans une famille, mais quand même, il y aurait la notion d'avoir plusieurs rôles dans une famille. Donc, en général, c'est plutôt un ensemble de personnes qui sont, la plupart du temps, naturellement créées, c'est-à-dire qui sont reliées par des liens naturels, à savoir des liens de descendants et d'ascendants, c'est-à-dire des liens de génération à l'intérieur d'une même lignée. En fait, on a vraiment le côté procréation qui vient générer ça. Actuellement, et ça a toujours existé aussi, il y a plusieurs sens en fait. En vrai, dans le sens de la famille, effectivement, la plupart du temps, quand on parle de famille, on parle d'une lignée de descendants et d'ascendants, mais en fait, on parle aussi d'une famille professionnelle, d'une famille amicale, d'une famille... En gros, il y a vraiment cette notion de regroupement de personnes autour de valeurs, ou en tout cas d'un fonctionnement particulier. Il y a vraiment du lien entre les gens et du fonctionnement. Donc vraiment, quand on parle de famille, on parle vraiment d'un groupe de personnes avec un fonctionnement un peu particulier. Dans la famille, ce qui est intéressant, on voit ça vraiment aussi au niveau des groupes, c'est que comme dans les groupes, la notion de famille, c'est une entité. C'est-à-dire que ce mot-là décrit quelque chose où on peut dire, il y a des choses qui en font partie et des choses qui n'en font pas partie. Il y a vraiment une notion de ça existe. Vous voyez, il y a une notion d'entité. Donc ça, c'est important. Donc il y a une totalité. Et puis il y a aussi la notion que finalement, cette famille n'est pas que la somme des individus qui la constituent. Elle a une entité propre et elle a un fonctionnement propre. C'est pas parce que vous avez par exemple 3 personnes sur 5 dans la famille qui sont hyper dynamiques que ça veut dire que vous avez une famille dynamique. Il suffit que ceux qui soient vraiment pas dynamiques le soient vraiment beaucoup pour que finalement on ait une famille avec des êtres dynamiques mais avec un fonctionnement global plutôt dans l'inertie. Vous voyez, donc le groupe n'est pas la somme des parties. Ben, de la même manière, la famille n'est pas la somme des personnes qui la constituent. Bonsoir Émilie. On peut avoir même des personnes avec un fonctionnement propre très marqué qui finalement, quand ils sont en famille, ça va pas du tout, ça va se diffuser. Vous voyez, donc vraiment, il y a cette notion de la famille, ça vient modifier le fonctionnement de chaque individu. Il y a un fonctionnement propre dans la famille. D'ailleurs, vous devez le voir vous-même. Quand vous êtes en famille, vous n'êtes pas exactement comme avec vos amis ou comme avec votre chéri ou comme avec vos profs. Il y a vraiment, chaque personne est impactée, influencée
par ce contexte familial et fonctionnent d'une manière un peu différente. Donc il y a vraiment la notion il y a un fonctionnement propre à l'intérieur de la famille, et ça c'est quelque chose sur lequel on va vraiment beaucoup développer, parce que en fait il faut vraiment comprendre comment fonctionne une famille pour comprendre comment elle dysfonctionne parfois, comment des fois, comment ça se fait que ça marche pas, ou que ça marche d'une manière où c'est assez violent, ou c'est assez compliqué, ou voilà. Donc le premier point sur lequel j'attire votre attention, c'est vraiment qu'une famille c'est un ensemble de personnes, mais ce n'est pas la somme des personnes. Voilà, bon bref, c'était une petite intro comme ça, pour que vous ayez déjà cette idée-là. Donc une famille, en tant qu'entité, passe par différents cycles. Elle a une vie propre, une famille, sa vie. Quand on parle de famille, on va parler là, non pas de la lignée entière, mais de la famille telle que vous et moi, on l'utilise au quotidien, à savoir le noyau, on va dire le côté nucléaire, c'est-à-dire les personnes qui vivent ensemble la plupart du temps dans la famille. Bonsoir Manon. Donc les différents cycles de vie d'une famille, donc ça a été décrit, et tout ce que je vais vous dire ce soir a été décrit notamment par l'approche systémique, donc qui considère que finalement, comme je vous ai dit que la famille c'est un ensemble, et bien en fait la systémie pose vraiment cette notion de la famille serait comme un système. Oui, bien, Amaury, Vaslavik, Palo Alto, tout ça, effectivement. Bon, il y en a qui connaissent. Bonsoir, c'était ça. Donc, effectivement, on parle vraiment de Palo Alto, c'est l'approche systémique. Ça considère que tous les membres du système, donc en l'occurrence tous les membres de la famille, sont reliés, donc il y a du lien. Et en fait, le fonctionnement de la famille fait que dès qu'il y en a un qui va bouger, les autres vont bouger aussi. Un peu comme si, vous voyez les mobiles au-dessus des lits des bébés, des fois. C'est des grandes tiges avec des trucs qui sont pendus dessus, avec des fils. Et bien en fait, dès qu'on en bouge un, tout le mobile est obligé de se bouger pour s'adapter. Et en fait, dans une famille, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est très rare. On verra qu'il y a un cas où c'est possible, mais c'est très rare que quand il y en a un qui bouge dans la famille, ça n'oblige pas les autres ou ça n'entraîne pas du changement chez les autres aussi. Et là, vous êtes clairement dans une période où c'est très marqué, c'est-à-dire que vous êtes dans une période de changement et ça va influencer forcément tout votre système familial. Donc on y reviendra, mais vraiment, il y a cette notion-là de système qu'il faut garder vraiment en tête. C'est pas que des individus, c'est un système. Donc la famille a une vie, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, et du coup dans cette vie-là, il y a différents cycles, il y a des cycles de vie, et donc il y a un systémicien qui a décrit différents stades particuliers par rapport à ça. Donc par exemple, déjà la famille commence au moment où il y a un couple qui se forme. Alors tout ce que je vais vous dire là, c'est très cliché, c'est très... Enfin, voilà, bien sûr c'est à adapter, il y a plein de cas particuliers, il y a plein d'autres modèles de famille, mais en tout cas dans la famille telle qu'on la conçoit généralement dans notre société, la famille commence avec ce fameux couple, donc en général 2 personnes qui se rencontrent, et la rencontre va annoncer le tout début, les prémices du système familial. Donc il y a 2 personnes qui se rencontrent, qui vont vivre un certain, donc ça c'est la première étape, qui vont vivre un certain nombre d'étapes, ils vont commencer à se fréquenter, ils vont peut-être à un moment donné se marier ou pas d'ailleurs, peu importe, c'est pas très important dans cette description-là, se mettre en couple, en ménage et tout ça, bon bref, et à un moment donné, hop, la femme tombe enceinte, et on arrive dans la deuxième phase, qui est le couple avec des jeunes enfants. Et là, déjà, on voit que finalement, ça change quand même pas mal de choses. Ça fonctionne pas du tout pareil. Bonsoir Sonia. Donc, ça fonctionne pas du tout pareil. Un système préfamilial avec juste 2 personnes qui vivent leur vie et qui finalement ne s'occupent que d'eux. Et puis à un moment donné, un bébé ou plusieurs bébés qui arrivent et qui changent forcément beaucoup le fonctionnement de la famille, l'importance qu'on donne aux choses, le système même financier, comment ça va fonctionner, les rythmes, les valeurs aussi qui sont totalement bouleversées avec l'arrivée d'un enfant et tout ça. Bon bref, je vous passe tout, mais vous imaginez bien tout ce que ça peut changer finalement d'avoir un enfant. Donc
couple avec jeune enfant, donc un ou plusieurs, peu importe. Et puis après, on passe à la phase couple avec ado. Et là, ça change encore pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas avec des ados comme on fonctionne avec des jeunes enfants. C'est pas du tout le même fonctionnement, pas les mêmes rythmes non plus, pas le même niveau d'autonomie des personnes. Et donc, on voit que finalement, pour passer de la phase enfant à la phase ado, on va passer par une phase de préadolescence qui peut commencer à devenir problématique dans certains fonctionnements familiaux et qui annonce déjà que ça va être galère, quoi. Voilà. Donc, mais pour certaines familles, c'est déjà galère dès le début, ou ça peut ne pas être galère du tout, hein, ça dépend vraiment. Mais en tout cas, il peut y avoir effectivement, au niveau de l'étape couple plus adolescent, déjà des difficultés qui déjà se mettent en place en termes relationnels avec les parents. Et puis, ensuite, il y a la phase où finalement l'ado, il a bien grandi et il part à la fac, comme certains d'entre vous, ou alors il quitte la famille, donc soit pour faire des études, soit pour aller travailler, soit pour se mettre en ménage, ou peu importe. En tout cas, il quitte le foyer. Et donc là, on rentre dans la phase 4, qui est quand même parfois hyper problématique pour les parents, parce qu'en fait, ça fait quand même au moins 18 ans, et je dis au moins parce que des fois c'est plus, des fois c'est moins, mais ça fait au moins 18 ans qu'en fait, ils fonctionnent avec des enfants. Donc là, ils doivent se réapproprier différemment l'espace, donc le lieu, la maison. Ils doivent se réapproprier le temps, parce que tout le temps qu'ils mettaient par rapport à leurs enfants, ben là c'est du temps où ils se retrouvent nez à nez avec leur conjoint ou nez à nez avec eux-mêmes selon comment est le fonctionnement du couple. Donc ça peut être vraiment une phase qui peut être super compliquée. En psychologie, on a très souvent des parents, en tout cas, qui sont dans cette phase-là. Et nous, on appelle ça le syndrome du nid vide. Quand vraiment, c'est très angoissant, on a des parents qui continuent à fonctionner comme s'il y avait l'enfant, alors qu'en fait, il n'est plus là. Il y a des parents qui tombent en dépression. Enfin, ça peut être vraiment très compliqué pour des parents d'être dans cette phase-là, de plus avoir leur source de préoccupation principale qui était là depuis 18 ans, quoi. Imaginez-vous, vous fonctionnez sous un certain mode pendant 18 ans et d'un coup on vous dit bah non c'est fini. Bah, c'est compliqué quand même, faut quand même se réorganiser, il faut redonner un sens différent à sa vie. Alors l'enfant ne disparaît pas, hein. Donc il y a en plus une phase de transition qui est assez complexe parce que l'enfant est un adulte, donc il devient autonome, il va prendre de plus en plus de responsabilités, et le parent doit lui redonner ses responsabilités qu'il avait prises à sa charge pendant des années. L'alimentation, l'administratif, la santé, bref, donc ça va se faire vraiment par étapes, c'est-à-dire que vous n'allez pas, enfin il y a des familles où ça se fait comme ça, mais à 18 ans, vous n'allez pas de suite savoir tout faire. Normalement, il y a des questions comme ça pour lesquelles on rappelle les parents parfois après, genre justement les papiers pour les impôts, les trucs comme ça. Donc, c'est une phase de transition qui est plus ou moins longue selon les personnes, selon les systèmes familiaux, et qui du coup est parfois compliquée. Après, il y a 2 étapes encore. Il y a l'étape où finalement, donc, les parents ont réinvesti le milieu professionnel, tout ça, ils ont réinvesti le couple comme ils pouvaient, machin, et vient l'âge de la retraite. Et donc là, la retraite, donc ils avaient déjà plus à s'occuper des enfants, là, ils n'ont plus à s'occuper professionnellement, et là, on peut avoir une nouvelle phase, du coup, où c'est compliqué parce qu'ils doivent trouver des nouvelles façons de s'occuper. Alors, soit ils y ont pensé pendant longtemps, ils ont des rêves, des passions, des choses comme ça, auxquelles ils vont laisser beaucoup de place, soit ils n'avaient pas du tout anticipé le truc, ou ils n'ont pas de passion parce qu'ils avaient beaucoup investi le milieu familial et le milieu professionnel, et dans ce cas-là, ils se retrouvent sans rien, à tourner en rond. Donc encore une fois, il y en a qui tombent en dépression, clairement. J'en ai quelques-uns dans mon cabinet. Et ça peut être très très compliqué. Et puis la dernière étape, c'est l'étape où l'enfant, ayant quitté le nid, fait son propre nid. C'est-à-dire que lui-même, il rencontre une personne, et là on recommence un nouveau cycle qui peut être intéressant pour l'ancien parent, parce que du coup, il peut s'occuper des petits-enfants. Donc il retrouve un rôle et une fonction. Donc déjà, ça c'est les cycles généraux d'une famille. Donc vous imaginez bien que vous, pour la plupart, dans l'étape dans laquelle vous êtes, on est dans l'étape où, clairement, on est dans ce qu'on appelle le nid vide par rapport à la famille. C'est-à-dire que vous avez quitté le foyer familial,
le parent doit se réorganiser, il ne peut pas non plus tout laisser parce qu'en fait, vous n'êtes peut-être pas encore totalement autonome sur tout. Il doit vous faire confiance sur certaines choses, vous déléguer des tâches. Vous avez encore peut-être besoin de lui ou d'elle. En plus, là, avec le confinement, en fait, c'est un nid vide, mais réinvesti. C'est-à-dire que vous, en tant que gros pigeon, vous retournez dans votre petit nid qui était fait pour des oisillons. Donc, des fois, vous vous retrouvez dans des chambres un peu trop petites, avec un fonctionnement familial qui n'a pas bougé, alors que vous avez changé. Donc, ça devient vraiment compliqué. Et donc, dans cette phase de confinement, bien évidemment, la plupart des gens qui me parlent des relations familiales, on est dans ce cas-là, c'est-à-dire le retour à la maison, dans une durée qui est quand même longue, hein. C'est pas comme y retourner 2 jours, hein. Là ça fait 2 mois, donc c'est pas la même chose, et c'est normal que ça crée des difficultés avec un ancien mode relationnel qui est plus du tout adapté à la personne que vous êtes devenue en dehors du nid. Vous voyez un peu le principe. Mais c'est très fréquent quand il y a des adultes qui retournent chez leurs parents pour des raisons professionnelles, des raisons de problèmes dans leur vie, des raisons pratiques. Dès qu'on retourne chez les parents, soit le système a évolué vraiment de manière importante et dans ce cas-là, c'est adapté pour vous accueillir en tant qu'adulte, soit en fait c'est resté tel quel et du coup, soit en termes d'aménagement, soit en termes de relation, et du coup vous pouvez ne plus vous y retrouver parce qu'en fait vous avez grandi, en fait. Vous fonctionnez plus pareil, vous avez gagné en autonomie, vous n'avez plus personne qui vous choisit vos vêtements le matin, enfin des choses comme ça, hein. J'imagine que pour la plupart, vous avez quand même un certain niveau d'autonomie, ce qui est un peu logique. Donc, vous voyez que finalement, il y a différents cycles, et on a bien identifié que vous, a priori, sauf exception, mais a priori, on est peut-être dans la période qu'on appellera du nid vide. Donc, comment on passe d'un cycle à un autre, d'une étape à une autre, je l'ai déjà plus ou moins dit, mais à chaque fois, on passe par une phase de crise. Alors, la crise au niveau systémique, c'est le moment où vous avez un système, voilà, on va imaginer que c'est un système, et c'est le moment où le système va passer d'un état à un autre, il va se réadapter, il va bouger, il va se réorganiser. Des fois, il va grandir, des fois, il va rapetissir. En tout cas, c'est le moment où le système va bouger. Et en dehors de ces moments de crise, on a des moments plutôt de fixité, ou en tout cas, voilà, où les choses ne bougent pas trop. C'est probablement ce qui a dû arriver, par exemple, pendant votre enfance, sauf si vous avez déménagé, ce qui peut entraîner une crise, en tout cas des mini-crises, ou gros événements de la vie qui créent aussi des mini-crises à l'intérieur de ces cycles. Mais en tout cas, chaque crise que va vivre le système familial va lui permettre d'évoluer, de se réadapter, ou alors va le faire exploser. C'est ce qu'on voit par exemple quand des fois il y a un décès ou un divorce ou des choses comme ça qui sont des crises qui soit font évoluer le système, c'est-à-dire que le système va se complexifier avec des systèmes de famille recomposées par exemple, ou des réadaptations dans l'organisation de vie, soit ça peut faire aussi exploser le système, c'est-à-dire que on va éjecter un membre de la famille, par exemple le père, classiquement, c'est plutôt comme ça que ça se passe généralement, en tout cas dans la plupart des cas. S'il y en a un qui est éjecté, c'est souvent le père, mais ça peut être aussi la mère, ça peut être un enfant qui finalement on n'arrive plus à s'en occuper, hop, on l'envoie chez la grand-mère, la tante, ou alors peut même y avoir des problématiques au moment de l'adolescence par exemple, où les enfants sont placés en foyer parce qu'on n'y arrive plus. En tout cas, c'est des moments où il y a eu une crise et à un moment donné, ça a explosé ou alors ça s'est adapté. Donc le principe de la crise en termes systémiques, c'est pas forcément négatif. Un mariage, quelque part, est une mini-crise. Mais c'est une mini-crise qui fait évoluer le système et qui lui permet d'atteindre un autre niveau ou un autre type de fonctionnement qui est plus adapté aux besoins actuels. Par exemple, la crise d'adolescence, c'est une étape qui fait passer de l'enfance à un stade un peu plus mature que le niveau enfant et qui prépare déjà à l'âge adulte, avec plus d'autonomie, une plus grande intimité, la découverte du corps, la préparation corporelle à la reproduction, enfin bref, et à la séduction et tout ça. Donc, c'est pas forcément négatif une crise telle qu'on l'utilise dans le point de vue systémique. Donc déjà, est-ce que vous me suivez? Ou est-ce que j'en ai perdu? J'aime bien parce que maintenant vous me répondez en petit cœur, mais j'aime beaucoup
J'aime beaucoup quand on m'envoie des petits cœurs comme ça fait très plaisir. Ouh, c'était ça, tu m'en envoies beaucoup quand même. Je ne sais pas si je pourrais accepter autant d'amour. Merci. Donc, vous aurez bien compris que les crises, le but des crises, c'est de passer d'une étape à une autre et en fait de retrouver un état de calme. Ah oui, les pouces, c'est bien aussi. Merci, c'était ça. Donc, quand vous passez une crise, dites-vous toujours, une crise, c'est toujours temporaire. Et à la fin, ça aboutit soit à une nouvelle forme d'équilibre, soit finalement à l'explosion. Et dans de rares cas, on arrive à avoir des fois des crises qui vont pour faire bouger le système et finalement le système, il se remet exactement comme avant et rien n'a bougé. Sauf que le système a fait l'expérience de la crise et du coup, il est plus exactement comme avant. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui tentent une crise d'adolescence au moment de l'adolescence, mais finalement, c'est pas possible parce qu'il y a un événement familial qui fait que on peut pas se permettre d'avoir trop d'autonomie d'un coup et puis ils vont refaire une crise d'adolescence à 40 ans où ils vont avoir besoin de liberté, d'autonomie, ils vont refaire des symptômes qu'on trouvait au moment normalement de la crise d'adolescence, mais ils vont nous les faire à 30 ans, 40 ans, beaucoup plus tard. En tout cas, des fois, on a ce genre de choses-là. Donc, dites-vous qu'une crise, encore une fois, c'est ce qui fait passer le système d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre. Donc, c'est vraiment toujours transitoire et c'est finalement quelque chose d'assez normal, en fait. S'il n'y avait pas de crise, il n'y aurait pas d'évolution du système. Voilà, c'est un peu ce qu'on dit à chaque fois dans le milieu de la systémie. Donc moi, il faut savoir que je ne suis pas systémicienne, je ne l'ai pas dit, mais je m'intéresse à la systémie depuis très longtemps et quel que soit le projet que je mets en place, je travaille toujours avec des systémiciennes parce que je trouve ça très intéressant. Dans mon cabinet, j'ai intégré une systémicienne, dans mon association, j'ai intégré une systémicienne, je trouve ça vraiment très intéressant pour replacer la personne dans son contexte familial. Enfin, je trouve qu'on n'est pas des individus isolés qui ne sont absolument pas influencés par notre système familial. Donc je trouve que c'est hyper intéressant et cette approche est vraiment très 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 enrichissante pour comprendre l'être humain. En même temps, je suis psychologue sociale, donc c'est un peu normal pour moi de prendre la personne dans son environnement. Donc a priori, Audrey, tu aimes bien ce qu'on est en train de se dire. Donc c'est super. Merci. Je te mettrai bien des pouces, mais je ne peux pas mettre des pouces aux commentaires. Donc voilà. Ok, on continue si ça vous va. Donc, j'essaye de suivre mon plan pour que ça soit logique. Donc, dans un système, donc par exemple la famille, mais on peut voir ça à différents niveaux, dans le système, il y a le système en lui-même et on va trouver des sous-systèmes. Par exemple, la fratrie, dont on parlait juste au-dessus, les parents, mais ça peut être aussi un sous-système filles, donc les enfants filles et les enfants garçons, ça peut être les grands et les petits, ça peut être des sous-systèmes, et ça peut être aussi les garçons et les filles, mais du coup incluant un des parents, ça peut être les gens, en gros on peut avoir des sous-systèmes qui sont différents, ça peut être par rapport à des centres d'intérêt, ceux qui aiment les chevaux, et ceux qui aiment l'art, qui aiment peindre, par exemple, ça peut être sur des centres d'intérêt. En tout cas, les sous-systèmes se construisent autour d'une caractéristique, d'une passion, bref, ça peut être un peu tout. Spontanément, on pense souvent aux parents et aux enfants, mais en fait, ça peut être des sous-systèmes qui se basent sur d'autres critères que ça. Et on le voit assez fréquemment, notamment dans les familles nombreuses, où finalement il y a des sous-systèmes qui vont se faire aussi pour finalement faire des mini-groupes qui vont être plus ou moins intéressants par rapport à une tâche, par rapport à un événement, par rapport... voilà, donc ça va permettre de fonctionner. Donc il faut bien vous dire qu'il y a le système et il y a les sous-systèmes. Alors déjà, vous demandez-vous si déjà quel est votre système, qui ça inclut, qui est dans votre famille, parce que selon les personnes, on n'inclut pas les mêmes personnes. Pour certains, la famille, c'est juste papa, maman, les enfants. Pour d'autres, ils incluent la grand-mère parce qu'ils vivent avec. Pour d'autres encore, ils incluent la famille recomposée. Alors que pour d'autres, ils l'excluent totalement. Et en cabinet, ils me disent, moi, quand je parle de ma famille, je parle de ma mère et de mes frères et sœurs issus de ma mère. Je ne parle pas de mon père et de sa nouvelle femme, par exemple. Ils vont faire des sous-systèmes comme ça, ou des groupes familiaux qui vont plus ou moins être inclusifs par rapport à des personnes. On peut même avoir des personnes qui sont étrangers à la lignée. Par exemple, une nounou.
qui a habité avec les personnes depuis toujours, et du coup, elle fait partie de la famille. D'ailleurs, on le dit comme ça, tu fais partie de la famille. Il y a des familles où on inclut les animaux, par exemple. Ben, le lapin, il fait partie de la famille. Par exemple, nous, on a un petit lapin, et ben quelque part, il fait aussi partie de la famille. Bon, il a son sous-système animal quand même, donc on ne l'inclut pas dans toutes les activités, mais pour mes enfants, il fait partie de la famille. D'ailleurs, il fait partie du sous-système enfant pour mes enfants. Ils le considèrent un peu comme leur frère, leur sœur. C'est très mignon, j'adore, c'est très mignon. Donc, demandez-vous déjà qui fait partie de ma famille. Qu'est-ce que je considère faire partie de ma famille? Est-ce qu'il y a les gens auxquels je pense naturellement, les parents, mes frères, mes sœurs? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Posez-vous vraiment la question déjà pour commencer. Et ensuite, vous posez la question, finalement, quels sont les sous-systèmes? Alors en général, j'ai pas pensé à vous le faire, mais je vais vous faire un petit schéma, vous allez voir mes dons de dessin. Alors, hop, hop. Vous allez voir, ça va être très très joli. Donc, pour vous illustrer ça de manière hyper schématique, donc ça c'est une famille avec le père, la mère qui font un sous-système, et après il y a fille 1, fille 2, garçon 1, garçon 2, et on va avoir des sous-systèmes. Alors il peut y avoir par exemple les filles et les garçons, ou alors les grands, donc les 1, et les petits, les 2, mais ça peut être aussi croisé, il peut y avoir des... Voilà, donc demandez-vous clairement comment fonctionne ma famille, quels sont les sous-systèmes. Et vous allez spontanément avoir des réponses qui vont vous venir. Alors peut-être que c'est des réponses un peu classiques, hein, les parents, les enfants, mais en tout cas, demandez-vous déjà ça. Ensuite, donc vous pouvez vous faire un petit schéma, c'est toujours intéressant de se faire un petit schéma de sa famille pour comprendre comment ça fonctionne et pourquoi parfois ça peut être compliqué. Ensuite, une fois qu'on a identifié les systèmes et les sous-systèmes dans sa famille, alors c'est déjà intéressant de voir, est-ce que je mets un sous-système parent ou finalement je mets père et mère isolés, et pour moi c'est absolument pas un sous-système global, parce qu'il y a des fois où la notion de duo parental existe, et il y a des fois où la notion de duo parental n'existe pas. Donc déjà ça peut être intéressant pour vous de dire ok, est-ce que quand j'y pense, est-ce que je pense à mes parents, ou alors est-ce que je pense toujours à mon père et ma mère? Et c'est déjà pas la même chose. Il n'y a aucune circonstance où ils fonctionnent ensemble. Il n'y a aucun moment où j'aurais à appeler mes parents. Parce qu'au niveau de la dénomination, forcément, s'il y a un sous-système, on a tendance à lui donner un nom. Donc si vous avez l'habitude de parler de mes parents, c'est que vous faites quelque part un sous-système. Si vous dites tout le temps papa, maman, peut-être qu'il n'y a pas de sous-système parental. Ouais. Après, la question qu'on se pose, c'est la question, alors je vous le remontre, c'est la question justement du trait, c'est-à-dire des frontières qui existent entre les sous-systèmes. Qu'est-ce qui permet d'entourer un sous-système? Et surtout, donc, on se pose la question de finalement, comment est cette frontière? Est-ce que c'est une frontière rigide? C'est-à-dire qu'il y a les parents, il y a les enfants, et finalement, il n'y a pas de lien entre les deux, c'est un peu hermétique. Voilà, les parents discutent entre eux, ils font des activités, tout ça. Les enfants discutent entre eux, ils font des activités, tout ça. Mais finalement, les parents parlent très peu aux enfants, les enfants parlent très peu aux parents. Et finalement, bon, c'est un peu rigide, tout ça. Il n'y a pas trop de lien, il n'y a pas trop d'affection qui passe non plus, pas trop d'informations. Donc ça peut être une frontière qu'on appellera rigide. Donc, ah oui, je vais vous le faire comme ça. J'aime bien vous faire, je vais vous faire des petits dessins aujourd'hui. Donc par exemple, là, dans mon système, le système parental, alors je vais le fermer comme ça sera plus simple. Le système parental, je l'ai représenté comme étant un système fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information qui sort, pas d'information qui rentre, et il n'y a rien qui rentre, rien qui sort. C'est-à-dire que les parents ont finalement très peu d'infos sur les enfants, sur ce qu'ils font à l'école, ils prennent pas trop d'infos, sur s'ils vont bien, ils prennent pas trop d'infos non plus. Ils leur donnent pas forcément beaucoup d'affection, mais ils en reçoivent pas non plus. Les enfants se posent pas trop de questions sur les parents, en tout cas ils posent pas les questions aux parents, il n'y a pas d'échange en fait. Mais on peut avoir aussi un deuxième type de frontière
qui peut être, par exemple là, entre les filles, une frontière qui est plutôt une frontière, que je vous dise pas de bêtises, la frontière claire. Vous voyez, c'est une frontière claire, c'est-à-dire qu'on sait que c'est là, il y a vraiment un sous-groupe filles, mais on peut leur parler. T'as vu mes dessins? J'ai fait psycho, j'ai pas fait art plastique, c'est pour ça. Donc, il y en a, je pense, dans le groupe là qui sont plus doués en dessin que moi, je pense. Donc, la frontière est claire, c'est-à-dire qu'on les identifie, on sait quel est leur rôle, on sait pourquoi elles sont ensemble, mais en même temps, on peut leur parler. Elles sont accessibles, elles donnent de l'info, elles peuvent donner de l'affection à l'extérieur, mais elles sont aussi capables de se retrouver s'il y a besoin autour d'un intérêt ou d'une mission ou je sais pas, de quelque chose qui les rassemble. Ok. Et puis il y a un troisième type de frontière. Alors je vais vous le représenter comme ça. Je sais pas si ça va se voir, mais on va essayer comme ça. Donc c'est une frontière qui est vraiment, vous voyez, c'est hyper espacé. C'est-à-dire qu'on peut effectivement imaginer qu'il y a un sous-groupe, mais concrètement, c'est pas très très clair, quoi. C'est vraiment pas très très clair. Donc normalement, dans un système, donc dans une famille, généralement, là je vous l'ai représenté avec les trois types de frontières présents dans la même famille, c'est rarement le cas. Généralement, on a vraiment, ah, si on peut le faire comme, non, ça serait pas logique. En tout cas, on peut juste imaginer que dans votre famille, dans ma famille, dans toutes les familles, il y a un certain type de frontière entre les sous-groupes. Par exemple, je ne suis pas douée non plus, mais ça illustre bien. Bon, ça va. Si ça a été plutôt clair, c'est nickel. Donc, certains types de familles fonctionnent effectivement avec des frontières très rigides. Ces familles-là, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a aucun lien entre les parents et les enfants. Par exemple, si c'est à ce niveau-là que c'est rigide, mais on peut avoir par exemple une bonne cohésion entre les enfants. Par exemple, c'est pas gênant. Ils peuvent très bien être, mais ils n'auront pas de lien avec leurs parents. Mais des fois, on a aussi les sous-systèmes, donc entre les enfants, les différents systèmes, les sous-systèmes chez les enfants, qui peuvent être aussi, par exemple, avec des frontières rigides. Par exemple, s'il y a des jumeaux, très souvent, on observe que quand il y a des jumeaux, et ben en fait, ils ont une frontière qui est généralement beaucoup plus rigide entre eux. Donc il y a vraiment une vraie identité, il y a une vraie cohésion, un vrai sentiment d'appartenance à ce sous-groupe-là. Et finalement, des fois, c'est un peu hermétique, c'est-à-dire qu'ils ont leur langage, ils ont leur fonctionnement, ils ont leur jeu, ils ont... Et en fait, s'il y a d'autres frères et sœurs, ben, des fois, ils n'arrivent pas forcément à communiquer avec ce sous-groupe-là, en fait. C'est hermétique, en fait, ça passe pas. Et de l'autre côté, ils ont du mal aussi, ces deux-là, par exemple les jumeaux, à aller chercher de l'information ou à aller communiquer avec les autres. C'est pas forcément quelque chose de simple. Parce qu'en fait, ils ont un tel sentiment d'appartenance qu'en fait, ils développent vraiment des choses de l'ordre de la loyauté ou de l'autosuffisance. Et en fait, du coup, ils essayent de toujours trouver des solutions à deux. Et sur les jumeaux, il y a beaucoup d'expériences qui ont été menées sur les jumeaux. Et en fait, on voit qu'ils sont généralement effectivement dans un système un peu verrouillé. Et encore une fois, ils développent des façons de communiquer particulières. Ils inventent des jeux qui ne parlent qu'à eux. C'est un peu hermétique. Donc, vous voyez que ça peut être à différents niveaux. Donc, dans le cas extrême des systèmes qui fonctionnent avec des frontières à l'intérieur du système qui sont rigides, on va avoir ce qu'on appelle les familles désengagées. C'est-à-dire que finalement, c'est tellement clivé, donc tellement séparé entre les sous-systèmes que finalement, chaque sous-système est indépendant, voire chaque personne est indépendante. Et du coup, ben, les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes. Des fois, il y a l'identification qu'il y a un groupe parental, mais finalement, vu qu'il n'y a pas de lien, ben, du coup, les enfants apprennent à se débrouiller seuls, ils deviennent très autonomes, donc ça, c'est intéressant. Mais concrètement, ben, au niveau de leurs besoins affectifs, de leurs besoins de sécurité, de leurs besoins, ben, en fait, ils se débrouillent soit tout seuls, soit à un moment donné, ils vont chercher à l'extérieur les ressources qu'il leur faut, en fait. Donc, ils ont souvent des parents de substitution ou enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses, ou des frères et sœurs de substitution. Bref, on est souvent sur des fonctionnements de famille dans l'extrême,
de rigidité avec des familles, ce qu'on appelle désengagées. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de lien affectif, on n'a aucun lien. En fait, il n'y a pas d'information, on ne connaît pas ses parents, on ne connaît pas les enfants. Et en fait, chacun fait un peu dans son coin. Alors, il y avait une question de Toufik qui dit qu'est-ce qui arrive quand on s'identifie pas à ses parents. Alors ça peut être plein de choses. Soit parce que tu rejettes ce que tu identifies vraiment en fait chez eux, soit... Enfin, après tout, on ne ressemble pas toujours à ses parents, hein, mais il y a toujours quand même quelque chose normalement qui ressort, que ça soit physique, physiologique ou au niveau des habitudes. Et puis des fois, on ne s'identifie pas dans une période de vie, parce qu'on est en train de développer son indépendance. Par exemple, au niveau de l'adolescence, c'est assez flagrant que les adolescents ressemblent plus du tout à leurs parents, parce qu'en fait, ils sont en train de construire leur propre personnalité, et du coup, ils ont besoin de se différencier des parents. Et puis après, c'est plus tard, vers 30, 40, 50 ans, que finalement, un jour, ils se regardent dans le miroir et ils disent « Waouh, qu'est-ce que je ressemble à mon parent ?» Ou alors, ils regardent ce qu'ils ont fait finalement dans leur vie et disent « Ouais, mais en fait j'ai fait exactement le même schéma que mon père. » Ou alors, j'ai fait à l'inverse, ce qui est aussi une forme d'identification finalement. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, Toufik, mais elle est un peu complexe, ta question. Il faudrait vraiment creuser sur qu'est-ce que ça veut dire s'identifier pour toi, en quoi tu es différent ou différente. D'ailleurs, je ne sais pas si Toufik, c'est un garçon ou une fille, désolée. Peut-être un garçon. Alors, je vois c'est sur mon téléphone, c'est tout petit. Donc, je pense que c'est un garçon. Mais en tout cas, pour la question de l'identification, c'est un peu complexe comme question, mais si c'est par rapport à toi, peut-être que tu es dans une phase de vie où tu es juste en train de te construire et que du coup, tu construis tellement ta personnalité qu'en fait, tu te construis en contre par rapport et en différenciation. Et donc, tu ne vois peut-être que les différences. Et peut-être que tu retrouveras des ressemblances avec tes parents plus tard, par exemple. Mais il y en a forcément un peu. Tu vois, mais en même temps, tu n'as jamais connu tes parents à l'âge que tu as aujourd'hui. Donc, tu compares par rapport à eux vieux ou à eux quand ils étaient jeunes. Enfin bref, tu vois, c'est un peu complexe comme question. Donc, au niveau des frontières, donc je vous ai parlé des frontières quand elles sont trop rigides. À un moment donné, ça donne des familles désengagées où finalement on ne s'occupe pas des enfants, ils se débrouillent, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas d'affection dans la famille, donc ils vont en chercher ailleurs. C'est des enfants qui très tôt vont commencer à justement sortir, trouver des familles de substitution, comme j'ai dit, qui vont peut-être s'enrôler dans des sectes parce qu'ils sont en recherche de référents parentaux, qui vont se mettre, je sais pas, dans des groupes type gang. Enfin bref, là c'est des gros clichés, mais vous voyez un peu le principe, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas ce qu'il leur faut dans leur famille, du coup, ils vont chercher pour satisfaire leurs besoins ailleurs, en fait. Et vu que c'est un système qui, du coup, communique pas du tout, les parents peuvent aussi ne pas s'en rendre compte ou en avoir rien à faire parfois. Donc là, c'est vraiment l'extrême des frontières rigides. Après, on a les frontières claires, comme je disais, avec, finalement, les rôles sont bien identifiés, on sait exactement qui est le père, qui est la mère, on leur attribue des rôles, peu importe lesquels, hein, je pense que finalement l'affection n'est pas forcément le propre de la mère et l'autorité n'est pas forcément le propre du père. Je suis désolée, à un moment donné, on n'en est plus là. Donc, en tout cas, voilà, on identifie des places et des rôles et on identifie qui sont les enfants. Les choses sont plutôt claires, chacun a sa place, peu importe la place, mais en tout cas, chacun a sa place. Ça fonctionne bien, parfois il y a quelques heures et tout ça, mais finalement, ça communique dans un sens, dans l'autre. Tout le monde peut donner son avis. Au final, la personne qui décide et qui prend la responsabilité est identifiée. Bref, c'est des familles où ça communique. Donc en thérapie familiale, on a tendance à, bien évidemment, privilégier ce type de famille, ou en tout cas aider les familles à aller vers ce type de fonctionnement, notamment quand elles sont trop rigides ou trop diffuses, parce que de toute façon, les faire partir de la rigidité ou les faire partir du côté diffus, c'est les ramener vers le centre, c'est-à-dire vers quelque chose d'un peu plus clair, quoi. En gros, qui fait quoi, qui est responsable de quoi, comment ça fonctionne, que tout le monde soit au courant pour pouvoir avoir accès et satisfaire ses besoins de manière sécure. Donc les frontières claires, vous voyez que c'est finalement le système qu'on a tendance à privilégier. Il n'y a aucun système mauvais
dans l'absolu, mais en général, quand ils viennent en thérapie familiale, c'est que ça marche pas. Si ça marchait, et ben en fait, ils viendraient pas nous voir. Donc en gros, on travaille vers de la clarté des rôles et des places de chacun parce que de la manière dont ça fonctionne pour eux, ça ne leur convient pas. Mais si ça leur convenait, ça serait parfait aussi. Hein. Dire un système qui fonctionne sur des frontières rigides, pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore une fois, ça développe l'autonomie, ça développe les liens avec l'extérieur, pourquoi pas? Les frontières diffuses maintenant, donc c'est le troisième que je vous disais avec les petits points. Donc c'est vraiment finalement, bon ça tient, on identifie le système ou le sous-système, mais en fait ça tient à pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas vraiment de sentiment d'appartenance, il n'y a pas vraiment de cohésion entre les personnes. Elles pourraient facilement aller à droite, à gauche, encore une fois chercher aussi à créer d'autres alliances au sein de la famille. Et puis, surtout, les places et les rôles ne sont pas identifiés. Donc, dans une famille qui a des frontières diffuses, dans l'extrême, on trouve les familles, ce qu'on appelle les familles enchevêtrées. Donc, c'est ce qu'on appellerait des relations fusionnelles, c'est-à-dire que on peut avoir un parent qui réagit comme un enfant, on peut avoir un enfant qui prend la place de parent à la place du parent. On peut avoir dans ces familles des relations incestuelles. On peut avoir dans ces familles des mélanges entre ce qu'on veut, ce que l'autre veut. Mais en même temps, c'est des familles où il y a un gros sentiment d'appartenance. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans la famille. En général, il y a des frontières assez fermées avec l'extérieur. D'ailleurs, c'est des familles qui fonctionnent assez en vase clos. Et à l'intérieur de ce vase clos, il y a de l'affection, parce qu'il y a énormément d'échanges d'émotions, donc il y a des échanges d'affection, mais il y a aussi des échanges de violence, parfois, il y a des échanges, il y a peu d'intimité dans ces familles-là, quand elles sont vraiment enchevêtrées, il n'y a pas de notion de secret, parce qu'en fait, concrètement, il ne peut pas y avoir de secret, parce que tout le monde sait tout sur tout le monde, on demande de l'information, bref, c'est des familles qui, dans l'extrême, peuvent créer des situations vraiment dramatiques. On peut avoir par exemple tous les cas de violence conjugale, très souvent on est dans ce système qui est un système fusionnel et enchevêtré. Alors on peut être aussi dans ce système-là, alors je remonte, on peut être aussi dans ce système-là où finalement c'est enchevêtré à l'intérieur du sous-système parental par exemple. Mais en tout cas quand on a une famille qui est une famille fusionnelle, une famille enchevêtrée, c'est très 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 dur d'en partir parce qu'on va vous dire que vous trahissez la famille, que vous les abandonnez, que ils peuvent pas fonctionner sans vous, bref c'est très compliqué. Ils vont vous faire croire aussi que vous pouvez pas fonctionner sans eux, que vous êtes dépendant. Donc on est vraiment dans des relations fusionnelles, des relations de dépendance. Alors c'est des relations qui pour le coup comblent tous les besoins dans le sens où ils vous apportent de l'affection, ils vous disent que vous êtes quelqu'un de bien jusqu'au moment où vous voulez partir, et dans ce cas-là, ils vous disent que vous n'êtes pas assez bien pour partir. Vous êtes bien à l'intérieur du système, il ne faut pas sortir. En gros, c'est Tanguy. Vous voyez, Tanguy, il restait dans le système parce qu'à l'intérieur, il était valorisé, en sécurité. Il dormait dans le lit de ses parents. Enfin bref, c'est un peu le cliché, mais c'est un peu le principe. Donc, dans ces familles enchevêtrées, comme je disais, il y a peu d'intimité. Donc des fois, il peut y avoir la personne qui rentre dans votre chambre comme ça, vous posez une question, elle ne fera pas à la porte. D'ailleurs, des fois, il n'y a même pas de porte. Donc on peut avoir ce genre de choses. Les rôles sont interchangeables. Donc c'est-à-dire que l'enfant peut prendre les décisions pour les parents. Le parent peut prendre des décisions pour l'enfant. Enfin bref, il peut y avoir comme ça des rôles interchangeables. Et encore une fois, un gros sentiment d'appartenance. Ce qui fait tenir ce système-là, c'est le sentiment d'appartenance. On fait partie de la famille, on ne peut pas trahir la famille. Quoi qu'il se passe à l'intérieur de la famille, même si c'est bizarre, même si c'est violent, même si c'est... Voilà, on garde la cohésion de la famille. Donc, vous voyez que dans l'extrême, c'est aussi des familles qui sont très compliquées. Mais, en même temps, il y a des familles qui fonctionnent sur ce système-là, de système enchevêtré, donc de système fusionnel, et pour lesquels ça marche très bien aussi parce que justement ils n'y mettent pas de la violence, les émotions sont bien dosées, et pourquoi pas à la rigueur.
Mais en général, on va voir le problème arriver quand, par exemple, un des membres de la famille veut faire entrer, veut créer son propre cycle et du coup veut un nouveau compagnon, par exemple, veut se marier ou veut faire des études loin. Et en fait, dès qu'il va y avoir l'apport d'un nouveau membre ou le fait d'aller vers l'extérieur, à ce moment-là, vont se révéler les problèmes s'il doit y en avoir des problèmes. Donc, c'est des indicateurs en fait qui vous disent ça. Donc, si déjà aujourd'hui, quand vous regardez votre famille, vous vous dites ah non, mais je pourrais jamais amener mon copain dans la famille, il sera jamais accepté, ça sera pas possible. Et puis, en fait, ce week-end, bon, mais du coup, il faut que je rentre tous les week-ends pour aller m'occuper de mes parents parce qu'ils peuvent pas se débrouiller sans moi, les pauvres. Et peut-être que vous êtes dans une famille enchevêtrée. Je dis des peut-être parce que ça dépend, il faut vraiment creuser un petit peu. Mais en tout cas, vous, ça vous permet peut-être de voir les limites, les frontières qui existent à l'intérieur de votre famille. Donc encore une fois, posez-vous la question par rapport à votre fratrie, par rapport à votre système parental. Quels sont les échanges? Comment ça marche? Est-ce que finalement le système parental est verrouillé ou alors c'est un système plutôt ouvert? Voilà, les parents sont accessibles, les parents peuvent discuter, faire des activités avec leurs enfants, peut-être pas avec tous. Donc ça serait intéressant aussi, du coup ça fait des sous-systèmes. Mais voilà, demandez-vous comment fonctionne votre système familial, où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a des gens de votre famille avec lesquels vous n'êtes pas du tout en contact? Par exemple, je sais pas, vous parlez jamais à votre grand-mère ou peu importe, vous dites bien qu'elle fait partie du système, mais vous dites finalement j'ai pas de bien avec elle parce que peut-être elle est... Alors j'ai vu ça en fait au Sénégal, quand j'habitais au Sénégal, où finalement il y avait un membre de la famille qui était là, clairement, on habitait avec et tout ça, et pour autant on n'avait aucun lien avec, c'est-à-dire qu'il était dans la maison, il avait sa chambre, et au quotidien, si on lui disait bonjour quand même, quand on le croisait, mais sinon, on savait rarement s'il était là, pas là, il faisait partie de la maison, il faisait partie de la famille, on savait qu'on pouvait lui demander quelque chose si on avait besoin, mais en fait on s'arrangeait pour pas avoir besoin de lui, c'était un être indépendant. Donc on avait vraiment des sous-systèmes particuliers. Bon, c'est l'avantage aussi d'avoir habité dans un autre pays, c'est d'avoir vu aussi d'autres systèmes familiaux fonctionner différemment, et du coup ça me donne plein de points de référence pour comprendre les systèmes familiaux. Donc ça, je vous ai parlé des frontières à l'intérieur de la famille. Maintenant, qu'en est-il des frontières entre la famille et l'extérieur? Comme je vous ai dit, elles peuvent être de deux ordres. Soit les frontières sont ouvertes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du monde qui rentre, il peut y avoir du monde qui sort, on peut inviter des amis dans la famille sans problème, ou alors on peut sortir, faire des activités de loisirs sans souci, voilà, donc ça c'est vraiment ouvert. Ou alors c'est fermé, c'est-à-dire que la porte est fermée à clé. En France on a tendance à fermer les portes à clé, hein, donc déjà ça formate le truc, c'est-à-dire que votre voisin il peut pas venir toquer, rentrer, sauf ça se fait peut-être encore dans certaines parties de la France. En tout cas moi quand j'habitais en campagne en Charente, donc c'est très très loin, donc à ce moment-là effectivement on vivait dans une maison où les portes étaient plutôt ouvertes et souvent on avait les voisins qui rentraient et tout ça, et nous on rentrait chez les voisins et tout ça. Ici, depuis que j'habite ici, effectivement, on habite dans un immeuble, c'est une autre configuration, il y a un peu plus de peur des autres, du coup c'est un peu plus fermé. Donc, mais par exemple au Sénégal, les portes étaient très 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 fréquemment ouvertes, en fait. Donc les gens rentraient dans les maisons des uns, des autres, on savait que c'était possible, bon, après ils se présentaient, hein, ils se baladaient pas dans la maison, mais les portes étaient plutôt ouvertes, sauf à certains moments de la journée où du coup elles étaient verrouillées, mais vraiment verrouillées de chez verrouillées. Donc, est-ce que vos frontières sont ouvertes, c'est-à-dire que les gens peuvent sortir et rentrer de la famille, ou est-ce que les portes sont fermées, c'est-à-dire que non, les activités qu'on fait, on les fait à l'intérieur de la famille, on n'a pas forcément beaucoup d'amis, on sort que quand on est obligé pour aller à l'école, pour aller, je sais pas, pour aller chez le médecin. Mais finalement, on ne fait pas vraiment d'activité à l'extérieur, on n'a pas beaucoup d'amis. D'ailleurs, les parents n'ont pas forcément beaucoup d'amis non plus. Et en fait, on essaye de s'autosuffire entre nous. Et c'est dans cette configuration-là, par exemple dans des familles enchevêtrées avec des frontières fermées, qu'on peut avoir le plus de violence conjugale ou de violence familiale, parce que du coup, il y a la notion de secret
En fait, tout le monde sait à l'intérieur de la famille, mais personne ne saura rien à l'extérieur parce que la parole ne sort pas à l'extérieur. C'est un truc qu'on essaie de gérer entre nous. Vous voyez, donc il peut y avoir ce genre de critères qui peuvent venir influencer votre système familial. Alors, petit à petit, on avance sur la compréhension de la famille et j'imagine que vous-même, ça vous fait peut-être un peu réfléchir sur votre famille et comment elle marche. J'espère que c'est instructif pour vous. Moi, je sais quand je l'ai fait il y a quelques années, mais c'était hyper instructif. Je me suis dit, ah, ça y est, j'ai compris. Mais je comprends pourquoi ça fonctionne comme ça. Donc, demandez-vous ce que ça vous apprend déjà. Et maintenant, on va rentrer vraiment par rapport aux parents. Donc, comme on a dit, les parents, généralement, c'est un sous-système à l'intérieur du système familial. C'est le sous-système premier, donc c'est-à-dire qu'avant d'être parent, il y a le couple qui sous-tend. En fait, c'est un peu comme si l'étiquette parent, papa, maman, venait se coller en fait sur l'étiquette femme et homme du couple. Et donc, finalement, il y a un autre sous-système, du coup, qui est sous le système parental, c'est le système couple. Et parfois, on voit que finalement, il y a des choses... Alors, soit le sous-système couple est vraiment hermétique par rapport au sous-système parent. Donc, il peut y avoir vraiment une vie de couple qui est très, très, très différente de ce qui se passe dans le duo parental. Avec vraiment une séparation des deux instances, ne serait-ce qu'en termes de lieu, ou peut-être que les réflexions sur le couple ou sur la famille se passent peut-être pas au même endroit. Peut-être qu'il y a vraiment un temps pour le duo parental et un temps pour le couple, par exemple, ou des activités pour les parents et des activités pour le couple. Donc il y a pas mal de familles où comme ça, on fait la différence entre les deux. Et dès que ça fuite de l'un à l'autre, des fois, ça peut faire des choses bizarres. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui peuvent être perturbés si, par exemple, à un moment donné, on était en train de parler du couple et tout ça, et d'être dans une intimité de couple, et d'un coup, on parle des enfants, et là, ça peut ne pas aller ensemble, en fait, selon les personnes. Bref, ça dépend. C'est plus ou moins hermétique entre les deux instances qui sont vraiment superposées, puisqu'il s'agit des mêmes personnes. Mais en tout cas... Pour le coup, ces parents-là, donc c'est les premiers à construire la famille, mais concrètement, alors qu'est-ce qu'un parent, au-delà d'être les premiers à construire la famille? En gros, on attribue aux parents deux fonctions principales qui sont d'élever et de protéger les enfants. Et donc, avec cette définition-là, on se rend bien compte que si un parent, si les parents, c'est ceux qui élèvent et qui protègent des enfants, on voit que finalement, il y en a plein des parents qui ne devraient pas forcément avoir l'étiquette de parents parce que soit ils n'élèvent pas, soit ils ne protègent pas, mais en tout cas, on voit que cette définition, elle n'est pas si claire que ça, elle n'est pas si évidente que ça. Mais normalement, des parents, c'est ceux qui élèvent et protègent un enfant. Normalement, c'est la définition de base. Mais du coup, bien évidemment, ça pose la question du parent biologique, ou du parent adoptif, qui finalement protège et élève, alors que le parent biologique n'élève pas, et peut-être qu'il protège par le fait d'avoir laissé l'enfant aux mains de quelqu'un d'autre que lui, c'est peut-être une façon de protéger, mais en tout cas il n'élève pas l'enfant, donc on peut se poser finalement la question, c'est quoi un parent finalement? Donc à part le fait de dire que à la base, c'est plus ou moins un couple, et encore une fois, il y a des parents qui cessent d'être un couple, et pour autant qui restent des parents. Donc vous voyez que c'est assez nébuleux cette histoire-là. Donc, je continue. Donc ça, les rôles principaux, c'est élever et protéger. Normalement, c'est ça. Sauf que, aujourd'hui, avec l'évolution de la société, avec l'évolution des rôles et des places et des responsabilités de chacun, aujourd'hui, un parent, on lui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses que juste élever et protéger. C'est-à-dire que maintenant, on attend d'un parent qu'il aime l'enfant. L'amour devient quelque chose que le parent doit à l'enfant, plus ou moins. On lui demande d'éduquer. On lui demande d'entretenir l'enfant, notamment... Oui, ça a un peu coupé, désolé. Donc, dans cette phase de début de vie d'adulte, souvent les enfants demandent aux parents de les entretenir d'une certaine manière ou d'assurer leur train de vie ou au moins le minimum pour pouvoir se lancer. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas forcément, ou en tout cas qui n'est pas forcément
une obligation dans la définition de base du rôle de parent. On pourrait dire c'est protégé finalement d'entretenir, mais en fait ce qu'on demande aux parents va au-delà la plupart du temps de juste une protection ou de juste le minimum. On leur demande de participer aux loisirs, on leur demande, enfin bref, on leur demande quand même beaucoup de choses finalement aux parents. D'ailleurs, ce serait intéressant que vous vous demandiez qu'est-ce que je demande finalement à mes parents. J'imagine que toutes les réponses seraient un peu différentes. Mais en tout cas, on demande aussi aux parents donc d'aimer, d'éduquer, de transmettre, d'entretenir et de transmettre. Donc oui, justement, on leur demande de transmettre un patrimoine. Donc en plus, il faut qu'ils créent de la richesse pour transmettre à leurs enfants. Alors ils ne le font pas forcément tous, hein, comme tous les rôles secondaires, et comme tous les rôles tout court d'ailleurs, mais ça fait quand même partie des préoccupations d'un grand nombre de parents, c'est de transmettre quelque chose après soi à l'enfant. Et puis on leur demande aussi de participer, voire on leur fait porter la responsabilité du bonheur et de l'épanouissement de l'enfant. C'est-à-dire que si un enfant même adulte, n'est pas heureux, très souvent, on va pointer du doigt le parent en disant ben, en fait, c'est à cause de mes parents si aujourd'hui je ne suis pas heureux. Et là, on se dit finalement, c'est donner une grosse responsabilité à des personnes qui, à la base, n'ont pas de formation de parents. C'est-à-dire que, ben, en fait, on ne naît pas parent, on le devient. C'est quelque chose qui n'est pas d'une évidence folle à la base. C'est quelque chose qui demande un apprentissage, c'est quelque chose qui nous est plus ou moins transmis par les générations d'avant, mais d'une manière plus ou moins aléatoire en plus, et de moins en moins d'ailleurs. Et puis en plus, ce qui est important à savoir, c'est que du coup, ça met une grosse pression aux parents. C'est-à-dire que la plupart des parents que je rencontre, en tout cas en cabinet, et qui viennent me parler de ça, ils se surresponsabilisent par rapport à leur enfant. Ils veulent que leur enfant soit heureux, qu'il s'entende bien avec ses copains. Ils veulent qu'il ait des bonnes notes à l'école pour pouvoir assurer une bonne vie plus tard. Et en fait, ils portent beaucoup, pour beaucoup en tout cas, beaucoup la responsabilité des choix que vont faire les enfants pour l'avenir. Et donc, ils se retrouvent à devoir prendre des décisions en prévision de l'avenir. Ça, j'en avais déjà parlé quand on a fait le live sur le fait de prévoir l'avenir. Ils se retrouvent à faire aujourd'hui, quand l'enfant est petit, des choix en prévision de son avenir. Et donc, ça vient s'ajouter au rôle premier, qui sont juste d'élever, donc de s'assurer que l'enfant ait ce qu'il faut pour pouvoir manger, avoir un toit sur la tête, être en sécurité plus ou moins, bref, des choses qui sont un peu basiques et qui peut assurer au quotidien, mais il se retrouve aussi à assurer quelque part, à faire des projections sur l'avenir, et donc il doit avoir cette capacité à prévoir ce dont l'enfant aura besoin, et en plus à donner des choses que peut-être lui-même n'a pas reçues, et donc ça devient très compliqué d'être un parent. D'autant plus que, encore une fois, on responsabilise beaucoup les parents sur les échecs des enfants, le mal-être des enfants. Clairement, par exemple, moi, pour être totalement clair, donc j'ai un enfant handicapé, il n'arrive pas une seule fois où, quand je dis que mon enfant est handicapé, on ne me demande pas finalement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait pendant la grossesse, alors que j'ai rien fait concrètement. Mais il y a ce côté où, quel que soit ce qui se passe chez l'enfant, on va interroger la responsabilité du parent. C'est le cas par rapport aux actes, les délits, les choses comme ça. On ramène toujours aux parents. Si un enfant fait trop de bruit dans un appartement, hop, à qui on va parler? Pas à l'enfant, hein, parce que le pauvre enfant, il n'est pas responsable de ce qu'il fait. On va parler directement aux parents, on va incriminer l'éducation, on va incriminer... Donc en fait, les parents ont une grosse pression de réussite par rapport à l'éducation des enfants, alors qu'eux-mêmes n'ont pas de mode d'emploi sur comment éduquer un enfant, et encore moins sur comment éduquer cet enfant-là. Parce qu'en fait, souvent on entend les adolescents en crise d'ado qui disent « Ah, mais j'ai pas choisi, voilà, j'ai pas choisi mes parents, mais ils vous ont pas choisi non plus. Ils ont peut-être choisi d'avoir un enfant, et je dis peut-être parce que c'est pas toujours le cas, mais ils n'ont pas choisi de vous avoir vous comme enfant. C'est un peu comme si finalement, dans les relations de couple, on disait bah, je veux être en couple et qu'on vous mettait quelqu'un de manière aléatoire. Quelque part, il y a un peu le côté aléatoire chez un enfant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi d'avoir une fille ou un garçon, d'avoir une personne qui avait telle caractéristique physique, telle personnalité, tel centre d'intérêt. Voilà, donc c'est un peu
finalement, c'est un peu aléatoire. Et même s'ils ont choisi d'être parents, et encore une fois, je le répète, c'est une question un peu plus complexe que ça, l'histoire de choisir d'être un parent, ben, mine de rien, au moment où ils ont un enfant, où l'enfant naît, et ben en fait, ils doivent apprendre à devenir le parent de cet enfant-là. Et on a beau avoir des techniques ou des principes généraux sur ce que doit être l'éducation ou sur ce qu'on doit apporter à un enfant, et bien mine de rien, on doit de toute façon s'adapter par rapport à cet enfant-là qui a des besoins spécifiques, qui a un fonctionnement particulier, et c'est un apprentissage à chaque fois. C'est-à-dire que, en fait, même si un parent apprend à être parent avec cet enfant-là, s'il a un autre enfant, après, eh il devra aussi apprendre à être le parent de cet enfant-là. Souvent, on a cette notion de c'est le parent qui crée un enfant. Moi, je dirais aussi que c'est l'enfant qui crée le parent. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de parent. De la même manière que s'il n'y a pas de parent, il n'y a pas d'enfant. Mais en tout cas, c'est dans les deux sens. Et très souvent, on est dans le fait que le parent doit éduquer l'enfant. Mais quelque part, si on renverse aussi les choses, l'enfant éduque le parent. C'est-à-dire que c'est grâce à l'enfant que le parent apprend à être parent, en étant confronté aux besoins de l'enfant, à son fonctionnement, à sa manière d'être au monde, à ses besoins. Enfin bref, c'est l'enfant qui finalement va créer le parent. Et là, vous imaginez bien que ça complique un peu les choses. Parce que du coup, un enfant, au début, on pourrait se dire, bah oui, mais il est tout bébé, il n'est pas trop responsable des choses, ni rien. Mais en tout cas, ça va être une co-construction. Et on le voit très bien chez le bébé, à un moment donné, il y a cette notion de co-construction. Le parent ne peut pas appliquer de l'éducation à un bébé parce que si le bébé n'est pas dans ce fonctionnement-là, ça ne marchera pas. On le voit très bien avec des parents qui essayent de tout faire bien comme il faut, comme on leur a dit à la maternité, les heures de biberon, les machins comme ça. Et des fois, ça ne marche pas parce que cet enfant-là ne fonctionne pas de cette manière-là. Il ne fonctionne pas de manière générale, c'est un enfant particulier. Et du coup, le parent est obligé de s'adapter pour pouvoir aider cet enfant à grandir et à pousser. Souvent, il y a aussi une responsabilité que se mettent les parents, c'est le fait de faire grandir l'enfant. Mais un enfant, avec ou sans parent, il va grandir en fait. Concrètement, il n'a pas forcément besoin d'un parent pour grandir. Ce à quoi servent les parents par rapport au rôle éducatif, c'est à donner une direction. C'est un peu comme le tuteur pour les plants de tomates. C'est-à-dire que le tuteur va indiquer une direction que le plant de tomate va suivre ou pas, plus ou moins contraint d'ailleurs, et ça donne une direction. Et le parent, en fait, son objectif généralement, c'est que l'enfant soit le plus conforme possible à la société, c'est-à-dire le plus capable de pouvoir s'adapter aux conditions qu'il imagine qu'il aura plus tard. Sauf que, encore une fois, comme on disait lors d'un des précédents live, il ne sait absolument pas quelles vont être les conditions dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Déjà que vous-même, vous avez du mal à savoir ce que vous allez vouloir faire dans 10 ans ou 5 ans ou après vos études, ou des fois déjà c'est un peu flou, mais imaginez votre parent à qui on a commencé à poser les questions sur ça quand vous étiez petit. Donc concrètement, c'est vraiment de se dire, ok, relativisons, mon parent n'a pas reçu une formation de parent, il n'a pas validé un diplôme de parent. De toute façon, s'il y avait une méthode géniale qui marche avec tous les enfants, ça se saurait. D'accord? Donc le but, c'est vraiment de relativiser le rôle du parent et de vraiment se dire, ok, en dessous de l'étiquette parent, qui a été collée, mais pour lequel finalement il n'a pas eu de formation, il ne sait pas vraiment comment faire, il galère. Okay. Il y a le couple, ok, mais en dessous encore, il y a l'être humain, en fait. Alors souvent, les parents projettent sur l'enfant ses propres désirs, malheureusement. En fait, le malheureusement ou heureusement, mais dans tous les cas, ils ne peuvent faire que ça. C'est-à-dire qu'on leur demande de projeter un avenir et ils ne peuvent projeter que ce qu'ils ont. C'est-à-dire que tes parents, par exemple Mélanie, ils ne peuvent pas projeter qu'un jour, ils ne peuvent pas t'éduquer en te donnant tous les ingrédients pour être styliste plus tard, parce qu'ils ne savent pas qu'en fait tu voudras devenir styliste plus tard. Enfin, je ne sais pas ce que tu veux devenir plus tard, mais ils ne le savent pas à ce moment-là. Toi, ils te donnent juste des ingrédients en essayant de faire au mieux avec les moyens qu'ils ont et avec les capacités qu'ils ont. Et après, c'est un peu un pari sur l'avenir. Encore une fois, on en parlait sur le live sur la projection de l'avenir et les prévisions sur l'avenir.
c'est quand même, encore une fois, un pari sur l'avenir. C'est très 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 compliqué. En tout cas, la plupart des parents font ce qu'ils peuvent. Donc ils font ce qu'ils peuvent en tant que parents. Parfois c'est maladroit, parfois c'est totalement inapproprié, parfois c'est inadapté, parfois c'est très efficace aussi. Mais dans tous les cas, ils proposent quelque chose, comme le tuteur propose une direction au plant de tomates. Et des fois, il y a des plants de tomates qui ne choisissent pas de suivre le tuteur, qui vont commencer à faire des branches un peu dans tous les sens. Et en tant que psy, j'aurais tendance à dire, bah, pourquoi pas, hein, c'est pas gênant en fait. Mais en tout cas, quelle que soit la famille d'où vous venez, quel que soit le parent que vous avez, à un moment donné, vous êtes adulte et maintenant c'est à vous de vous poser la question, qu'est-ce que moi je veux? C'est-à-dire que, quels que soient les ingrédients qui ont été mis dans votre engrais pour que vous puissiez pousser, ça y est, je suis partie dans le délire de la botanique et du jardinage, mais tant pis. Peu importe ce qu'on vous a mis dans votre engrais, maintenant vous êtes ce que vous êtes. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que vous avez vécu, peu importe, mais à un moment donné, maintenant, vous avez le choix de prendre vos propres décisions, de prendre votre propre direction. Et vous êtes dans cette phase-là, encore une fois, dans la phase du nid vide, où il va falloir gérer ce truc-là entre vos besoins à vous, parce que Mélanie, tu parlais des propres désirs du parent. C'est l'occasion maintenant de te poser la question de tes propres désirs, mais dis-toi que quelque part, ton propre désir d'aujourd'hui est probablement ton propre désir parce que tes parents ont mis ces engrais-là dans ce qu'ils t'ont donné pour pouvoir grandir. Même un enfant qui se rebelle, qui au moment de l'adolescence ou quoi, il se rebelle, il part, je sais pas, il fait le tour du monde en sac à dos, machin. Il pourrait dire, voilà, mes parents ne m'ont rien amené, je pars. Je pars et c'est comme ça. Mais n'empêche que ce qui lui a donné la possibilité et la capacité de partir, c'est peut-être justement ce que ses parents lui ont servi comme engrais avant. Donc, c'est très compliqué en fait d'attribuer aux parents que ce qui ne nous plaît pas et de dire oui, mais mes qualités, c'est à moi, c'est moi qui les ai développées, j'ai développé mes propres capacités, machin. C'est pas parce que vous les avez développées sans leur accord ou en cachette que ça veut dire qu'ils n'ont pas d'influence sur le développement de ça. Par exemple, tu dis ça brouille mes propres désirs. Oui, mais en même temps, le fait que ça brouille tes propres désirs, peut-être que ça peut te permettre de te poser des questions vraiment sur est-ce que tu désires vraiment ça? Et si c'est un oui, ça te permet d'avoir ce désir encore plus fort et encore plus affirmé. Alors que s'il y avait personne qui essayait de te brouiller tes désirs, ben peut-être que tu ne te poserais pas la question. Donc, en fait, encore une fois, les parents, ils font ce qu'ils peuvent. D'accord? La plupart des parents sont quand même relativement bien intentionnés. Ils veulent généralement votre bien, ils veulent que vous vous développiez, que vous soyez heureux. C'est juste que concrètement, ils ont une façon d'envisager le parcours vers ce bonheur qui n'est pas forcément celui que vous envisagez. Donc, c'est pas forcément le bon non plus. Je ne sais pas si vous avez la bonne technique ou si eux ont la bonne technique ou si finalement personne ne l'a. Mais concrètement, ça vaut le coup de se poser les questions et de se dire ok, mes parents me disent ça, moi je dis ça, ok, qu'est-ce que moi je veux et comment je me positionne en fait par rapport à mes parents. Encore une fois, vous êtes dans la période du nid vide. Donc vos parents, soit viennent de vous pousser un peu dehors si vous êtes dans des frontières rigides, c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que vous sortiez vite du nid. Donc dans ce cas-là, généralement, vous êtes quand même plein de liberté, plein d'insécurité aussi probablement, mais plein de liberté. Mais peut-être que vous êtes aussi avec des parents qui ne savent pas vraiment s'ils doivent vous faire confiance, ils ne savent pas vraiment si vous êtes capable de faire des choix par vous-même, ils ne savent pas forcément si ils vont s'en sortir eux après sans vous, par exemple, ça peut arriver aussi. Donc c'est une période qui est une période de transition qui ne va pas durer, mais qui est de toute façon une période qui peut être très insécurisante pour vous comme pour eux. Donc c'est vraiment un moment donné, plutôt que de chercher à aller contre les parents, plutôt de se dire ok, en fait on est tous dans la même période, c'est insatisfaisant et insécurisant pour tout le monde. Moi j'ai peut-être un peu peur de prendre mes propres décisions et de suivre mes envies et de me lancer vraiment voilà, sans l'appui de mes parents.
Donc j'ai peut-être peur un peu de sauter du nid, en fait, et de voir si je vole. Mais mes parents ont peut-être un peu peur aussi de me laisser partir. Donc ça vaut le coup de se dire, ok, en fait, on est dans le même bateau. On n'est pas chacun dans son bateau à ramer chacun dans son sens. Je crois que je vous avais déjà parlé de cette métaphore. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de, si vous essayez de construire contre eux, c'est oublier en fait que ce sont des êtres humains qui essayent de faire comme ils peuvent, avec les capacités qu'ils ont. Et je vous garantis que si un jour vous arrivez à avoir cette notion de, en fait, ils ont fait comme ils ont pu, à un moment donné, ça va apaiser un peu les choses pour vous si vous êtes vraiment dans des relations très conflictuelles avec vos parents, parce que ça va dégager le problème. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'attendre d'eux qu'ils soient des gens différents de ce qu'ils sont, mais vous allez commencer à les accepter tels qu'ils sont, et eux, du coup, pourront vous accepter tels que vous êtes. C'est-à-dire, c'est une histoire de mobile, en fait. La dernière fois, j'avais une étudiante au téléphone, et qui me disait... qui me disait quoi? Qui me disait, mais je voudrais qu'il m'accepte comme je suis, je veux qu'il change pour qu'il m'accepte comme je suis. Donc en gros, je lui disais, mais finalement, ce que vous demandez à vos parents, c'est qu'en fait, ils changent pour vous accepter tel que vous êtes. Elle me dit oui. Donc en gros, vous leur demandez, vous les acceptez pas tels qu'ils sont, et vous leur demandez de vous accepter vous tel que vous êtes. Et là, elle réfléchit, elle me dit, ah ben ouais. Est-ce que c'est juste, quelque part? Est-ce que c'est juste d'attendre de l'autre qui change de point de vue, qui change de vision du monde, qui change de vision de ce que c'est qu'un parent, de vision de ce que c'est qu'un enfant, de vision de ce qu'il envisage pour vous. Il est comme ça, il peut imaginer ce qu'il veut, finalement, il a le droit de penser ce qu'il veut, votre parent. Mais vous avez le droit de penser ce que vous voulez. On est vraiment dans le concept d'assertivité dont on parlait la dernière fois quand on parlait de la communication non violente, mais on est vraiment dans ce concept-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est accepter et assumer et pouvoir exprimer ses propres désirs, ses propres besoins, ses propres droits, tout en respectant les désirs, les besoins et les droits des autres. C'est-à-dire que peut-être que vous avez effectivement le droit de choisir votre vie plus tard, ou votre vie de maintenant d'ailleurs, hein. Je dis plus tard, mais en fait c'est maintenant. Mais eux ont le droit aussi de vous dire ce qu'ils en pensent, et ils ont le droit d'essayer de vous faire changer d'avis. Ils ont le droit... Donc vous voyez, il y a une histoire de, à un moment donné, d'être totalement cohérent. C'est-à-dire que si vous voulez que vos parents vous acceptent comme vous êtes, pleinement, et bien concrètement, ça serait logique de faire pareil. C'est-à-dire de les accepter eux aussi tels qu'ils sont, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs envies, leurs besoins, voilà. Pareil, si vous voulez qu'ils vous fassent confiance et qu'ils vous laissent partir du nid, il faut aussi leur faire confiance dans leur capacité à dépasser cette période-là. Si vous pensez qu'ils changeront jamais et qu'ils y arriveront jamais et que de toute façon ça va aller au clash, quelque part vous leur manquez de confiance aussi. Vous ne leur faites pas assez confiance pour s'adapter à ce changement. Donc il y a parfois avec certains étudiants où je suis en train de leur dire, mais en fait finalement vous ne leur faites pas confiance pour pouvoir dépasser cette phase-là. Et c'est rare qu'on le voit comme ça en fait, parce qu'on voit vraiment le rôle parent-enfant comme un rôle vraiment asymétrique où il y a le parent là et l'enfant là. Mais vous vous rendez bien compte que si vous-même vous avez cette vision-là, en fait ça influence la relation. La relation elle ne peut être que comme ça si vous avez cette vision-là. Par contre, dès que vous envisagez que vous êtes un adulte face à un autre adulte, là à ce moment-là on est sur des relations symétriques, et là il peut y avoir d'autres types de relations qui peuvent se jouer. Mais on est d'accord que ça ne se fera pas du jour au lendemain, parce que c'est pas parce que vous avez décidé de changer que ça veut dire que le système doit s'adapter tout de suite. Ça demandera du temps. Mais dans tous les cas, le système est obligé de s'adapter. C'est-à-dire, si un jour vous décidez de partir en mission humanitaire au Zimbabwe, à un moment donné, vos parents ils devront s'adapter au fait que vous avez pris cette décision-là. C'est pas forcément... Mais vraiment, il y a cette notion d'avoir une pensée vraiment de système. Et pas juste des enfants contre les parents. Vous faites partie d'un système, vous êtes dans le même bateau. Donc vraiment la notion, si vous arrivez à comprendre comment fonctionne votre famille, est-ce que vous êtes dans une famille enchevêtrée? Est-ce que vous êtes dans une famille rigide? Est-ce que vous êtes dans une famille où les rôles sont clairs? Ça va vous donner déjà des billes sur savoir quoi faire. Si vous êtes dans une famille rigide, comptez pas sur eux. Faites votre propre vie, allez chercher des ressources à l'extérieur,
comme le système familial fonctionne. Parfois, il y a des personnes qui sont dans des familles enchevêtrées et qui pensent qu'ils sont dans des familles rigides. Par exemple, dans les familles où en fait, il y a eu tellement de liens qu'à un moment donné, il y a eu une coupure de liens entre les gens. Par exemple, un enfant qui est parti et qui a fait sa vie, machin, qui veut plus voir ses parents, Non, dans les familles rigides, il n'y a pas d'animosité envers les parents. C'est juste comme ça. Ils n'ont pas joué de rôle particulier, mais il n'y a pas d'animosité. Si vous avez de l'animosité par rapport à vos parents, des reproches, si vous leur en voulez, si vous faites des cauchemars avec eux, si à chaque fois que vous leur parlez, vous vous disputez, vous vous mettez à pleurer, c'est que vous êtes probablement dans une famille plutôt enchevêtrée. Même si ça fait 6 mois, ou 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans que vous leur parlez plus. Vous voyez, parce que le fait de rester à distance, c'est encore rester sous l'emprise de la relation. Je ne sais pas si ce point-là était très clair. Alors, Émilie, donc Mélanie, tu me dis c'est très juste, c'est peut-être par rapport au fait de faire confiance aux parents que tu disais ça. Et il peut y avoir des systèmes, un parent, un enfant, non. Oui, oui, tout à fait. Autour d'une passion commune ou d'une caractéristique commune, il peut y avoir par exemple les garçons, les filles. Si par exemple dans les enfants, il y a un garçon, une fille, il peut y avoir les activités des filles de la famille, les activités des garçons de la famille, et vraiment, ou alors les filles qui servent les garçons, ou... Enfin, il peut y avoir effectivement des sous-systèmes qui sont croisés. Tout à fait. Ça n'empêche pas au système d'exister aussi, système des enfants, système des parents, et ça sera vraiment utilisé en fonction du contexte. Est-ce que ça répond déjà à certaines questions que vous aviez sur la relation parent? Donc maintenant, si vraiment vous en êtes au point où vous vous dites « Ok, je veux bien être dans le fait d'imaginer que mon parent soit un être humain comme moi, et qu'on est 2 adultes, et qu'on est dans le même bateau, et que la relation, ça se construit à 2, et que du coup, j'ai ma responsabilité aussi maintenant. Peut-être qu'en tant qu'enfant, vous l'aviez différemment, mais en tout cas, maintenant, en tant qu'adulte, du coup, j'ai ma responsabilité en tant qu'adulte dans cette relation. Si vous en êtes à ce point-là, alors si vous n'en êtes pas à ce point-là, tout ce que je vais dire après, ça ne va pas vous parler encore, hein, mais si vous en êtes déjà à ce point-là, ben en fait, la question, c'est en fait quel type de relation vous voulez avoir avec votre parent ou avec vos parents. Et ça, c'est une question que je pose assez souvent quand les gens viennent me voir pour des problématiques avec les parents. C'est vraiment, vu que vous avez votre responsabilité, bah, du coup, prenez votre responsabilité. Quel type de relation vous voulez avec votre parent? Est-ce que vous voulez une relation où vous faites des activités avec, où vous vous dites des choses très intimes, des relations où vous construisez des choses ensemble, ou alors des relations où vous vous en dites le moins possible? Voilà, donc en gros, c'est de se poser, de se dire, ok, je critique la relation que j'ai avec mon parent parce que je critique mon parent. Mais qu'est-ce que moi, en fait, si j'ai le choix là, comme ça, qu'est-ce que j'ai envie d'engager dans la relation? Comment j'ai envie d'être, moi, dans la relation? Plutôt que d'essayer de changer l'autre, de se changer soi. Encore une fois, on est sur la théorie des systèmes. S'il y en a un qui bouge, l'autre est obligé de bouger. C'est-à-dire, par exemple, dans les systèmes qui fonctionnent avec énormément de violence, énormément de colère, énormément de disputes, par exemple, quand il y a un enfant que j'accompagne et qui, du coup, se remet dans sa famille avec cette notion-là, et qu'en plus, je l'ai briefé à la CNV et tout, et qui commence à dire à son parent, mais en fait, on n'a pas besoin de se crier dessus pour se parler. Ben, peut-être qu'en face, ça va résister tout de suite en disant, mais si, j'ai envie de te crier dessus, nan. Ok, ça va peut-être le faire 1 fois, 2 fois, mais si l'enfant continue à être dans cette posture de non-violence, par exemple, hein, c'est une posture possible, hein, c'est pas la seule, mais c'est une posture possible, ben, du coup, à un moment donné, il ne pourra pas continuer à crier, parce qu'en face, ça ne répond pas, en fait. Donc, je vous invite vraiment à vous dire, ok, plutôt que de chercher à changer mon parent, et si finalement je décidais maintenant qui j'allais être moi dans cette relation? Finalement, si j'étais déjà en train d'anticiper l'adulte parent, parce qu'à un moment donné, peut-être que vous deviendrez parent, que je serai en face de cet autre adulte parent qui est mon parent. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est vraiment une histoire de, pour le coup, de se projeter et de se dire, ok, plutôt que de subir la relation, je vais exercer mon choix ou ma capacité de choisir la relation et ce que j'y mets. Et peut-être que vous prendrez la décision d'y mettre une émotion différente ou d'y mettre une posture.
différente, parce que si vous réagissez comme une petite fille ou comme un petit garçon par rapport à votre parent, ne vous étonnez pas s'il prend cette posture de parent aussi. Si par exemple vous arrivez et vous attendez, vous mettez les pieds sous la table et vous attendez qu'on vous serve votre repas, enfin bref, il y a des postures d'enfants comme ça qui du coup favorisent la posture de parent. Donc si à un moment donné vous vous mettez au même niveau ou même à un niveau différent, hein, c'est pas gênant, vous n'êtes pas obligé d'être au même niveau exactement, mais en tout cas si vous changez votre posture d'enfant en une posture d'adulte, même en tant que jeune adulte, hein, il peut y avoir des paliers de transition. En tout cas, si vous faites changer votre posture, si vous proposez quelque chose de différent dans la relation, l'autre va être obligé de s'adapter. C'est comme ça qu'avec certains jeunes adultes, comme ça, on en est venu à ce que je leur pose la question, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez partager ou apprendre en tant qu'adulte à votre parent? Et qu'est-ce que votre parent pourrait vous partager, pourrait vous enseigner en tant qu'adulte? Ça peut être par exemple de demander à un parent, plutôt que de lui remplir sa fiche d'impôt, de lui dire ok, apprends-moi à remplir une fiche d'impôt parce que maintenant voilà, je suis un adulte, j'ai besoin d'avoir cette capacité-là, toi je sais que tu as cette capacité-là, et si tu me l'apprenais, comme ça la prochaine fois c'est moi qui me débrouille, voilà. Vous voyez, d'aider en fait votre parent à changer son rôle de parent. Alors ça crée un malaise. Ça dépend de quoi tu parles, Mélanie. Tu peux m'en dire un peu plus, Mélanie, par rapport au malaise que tu décris là? Qu'est-ce qui crée un malaise? Je te laisse le temps de taper ta réponse, Mélanie, parce que du coup, ça me semble intéressant, mais je ne sais pas à quoi tu fais référence, parce que peut-être un décalage entre les commentaires et ce que je dis. Donc vraiment, le but, c'est vraiment de se penser soi en tant qu'adulte et non pas de se penser soi en tant qu'enfant dans la relation. Le changement de posture, bah oui, ça crée un malaise. On est en posture de crise. L'oiseau a quitté le nid. Donc il doit apprendre à voler. Et parfois, il va être en compétition, parfois en connivence avec son parent. Vis-à-vis de son parent. Oui, encore une fois, c'est une posture particulière, c'est un changement de statut. Mais si vous ne le faites pas, ne vous étonnez pas que votre parent continue de vous traiter comme un enfant. En fait, si vous-même, vous ne changez pas de posture. Il n'y a aucune raison qu'un parent, sauf si on est dans les structures rigides, dans ce cas-là, à partir du moment où vous avez l'âge, la maman ou le papa va vous pousser du nid et vérifier si vous savez voler. Mais sinon, si vous avez un parent qui est un tant soit peu engagé dans son rôle de parent et qui prend cette responsabilité-là depuis un certain temps quand même, c'est normal qu'il ne change pas de posture comme ça. Soi-même, on ne se reconnaît pas dans ce rôle. Et oui, ça demande de se positionner soi en tant qu'adulte. Et des fois, on attend que nos parents nous accueillent en tant qu'adultes, alors que nous-mêmes, on ne se reconnaît pas dans cette posture-là. En fait, donc on attend beaucoup plus des parents que ce qu'on est capable de se donner à soi-même. De la même manière qu'on attend qu'ils nous aiment, alors que peut-être que nous-mêmes, on ne s'aime pas. On attend qu'ils nous fassent confiance, alors que nous-mêmes, parfois, on ne se fait pas confiance. Et ça fait partie vraiment des paradoxes qui sont révélés à cette période-là. C'est-à-dire qu'avant, quand vous étiez un ado ou un enfant, vous pouviez avoir ce type d'attente-là parce qu'on considérait que vous étiez un enfant et que c'était normal en fait de ne pas encore avoir mis en place tout ça. La confiance en soi, les capacités à pouvoir gérer sa vie, à être autonome et tout ça. Soit. Maintenant, vous revendiquez le statut d'adulte et c'est bien normal parce que vous en êtes un. Légalement et voilà, sur les papiers, tout ça, et au niveau de la vie que vous essayez d'avoir. Mais concrètement, n'attendez pas à ce que votre parent fasse le lien tout seul, en fait, ou fasse la transition sans vous. C'est à vous aussi de lui montrer la personne que vous êtes et de lui faire confiance dans sa capacité à pouvoir prendre le temps nécessaire pour pouvoir accueillir ce changement. Mais ça se passera d'autant mieux que ça vienne de vous, en fait. Prouvez à vos parents que vous savez voler. Alors, voler comme un oiseau, hein, l'histoire du nid vide. Rassurez-les par exemple aussi sur le fait que vous avez confiance en eux, encore une fois, pour gérer cette transition, qu'ils peuvent compter sur vous éventuellement pour parler si ça va pas, ou voilà, et que vous allez vous investir différemment dans la relation. Ils ne vous perdent pas, en fait, concrètement. Par contre, ils vont devoir apprendre à faire avec la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir, c'est-à-dire l'adulte. Parce que peut-être qu'à un moment donné, c'est vous qui allez
les conduire en voiture, peut-être qu'à un moment donné, c'est vous qui allez leur payer le resto, peut-être qu'à un moment donné, vous voyez, donc il y a des moments où les rôles, ils peuvent s'inverser en fait par rapport à ce qui se faisait avant et ça peut être assez déroutant. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, eux, ils peuvent pas l'être non plus. Mais je suis d'accord avec toi, Mélanie, soi-même, on ne se reconnaît pas dans ce rôle. Dans ce cas-là, tu peux pas t'attendre à ce que ton parent fasse de toi un adulte. C'est toi qui deviens adulte. Il y a certains parents quand même qui accompagnent dans ce changement et pour qui c'est plus facile que d'autres, mais en général, ça pose pas forcément de problème, sauf à l'inverse. Encore une fois, quand les parents ont beaucoup plus confiance dans l'adulte, le nouvel adulte, pour devenir adulte que l'inverse. Nos styles d'attachement jouent beaucoup dans la relation avec les parents à l'âge adulte. Oui. Oui, oui. Bah, c'est ce que je disais. Là, j'ai appelé ça en termes de famille enchevêtrée, famille désengagée. Mais oui, on parle en fait de l'attachement aussi. C'est une autre approche qui est plutôt psychologie clinique et psychologie du développement. Mais oui, ça parle du niveau d'attachement, du niveau de sécurité. Par exemple, dans les familles enchevêtrées, on est globalement sur des personnes qui sont individuellement insécures, mais en famille très sécure. C'est-à-dire la sécurité, c'est quand on est tous ensemble, mais individuellement, en fait, on peut pas s'en sortir. Donc oui, on est sur des notions d'attachement. Le but, c'est vraiment qu'à un moment donné, de votre propre chef, alors encore une fois, hein, vous pouvez vous faire accompagner par un professionnel si c'est pas tout à fait évident, mais déjà, de vous poser des questions sur, ok, comment fonctionne ma famille et quelle posture moi j'ai envie d'avoir en tant qu'adulte et d'aider finalement votre parent à vous accepter comme votre nouveau vous, ça va déjà beaucoup changer la posture. N'attendez pas de votre parent qu'il soit différent de ce qu'il est. Il est ce qu'il est de par son éducation, de par sa famille aussi, de par son expérience, de par ses croyances. Il est ce qu'il est. Ce qu'il est peut changer. Mais vous ne pouvez pas exiger de lui qu'il change pour pouvoir avoir de la place pour changer. C'est à vous d'initier ce changement-là. Même si c'est un peu déroutant. Bon, j'espère que ça vous aura... on aurait pu parler des mythes familiaux, tout ça, ça aurait été très intéressant. En gros, je vous la fais rapide, mais en gros, vu que je parlais d'éducation, des parents et tout ça, c'est quels sont, au niveau de la cohérence, la cohérence familiale et du sentiment d'appartenance, quels sont les mythes qu'on raconte sur la famille. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi, dans ma famille, on est une famille d'ouvriers. Ou on est une famille je sais pas, personnes obèses, ou on est des précurseurs, ou on est des gens malchanceux, ou on est des galériens, ou on est... Peu importe ce qu'on raconte, ou alors dans ma famille, c'est les femmes qui s'occupent de la nourriture, ou des enfants, ou des choses comme ça. Tous les mythes qu'on raconte, ou toutes les croyances qu'il y a autour de la famille, donc là on rejoint vraiment la notion de croyance qu'on a déjà vu dans un live précédent. Toutes les croyances que vos parents vous transmettent, probablement ont été transmises par les générations d'avant et participent au sentiment d'appartenance. Et parfois, dans les familles enchevêtrées, c'est très 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 compliqué de sortir de ces mythes-là. Si par exemple, le mythe, c'est que dans notre famille, on est une famille d'ouvriers, ça sera très difficile pour un enfant d'envisager d'avoir une carrière de médecin ou une carrière d'avocat ou une carrière... Ça sera très compliqué parce que ça voudrait dire sortir du cadre et sortir du mythe familial, c'est-à-dire aller contre la famille et parfois ça peut générer de l'agressivité. Mais je ne vais pas m'étaler plus sur ce sujet parce que sinon je vais exploser votre soirée et votre temps personnel. Donc voilà, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Je ne sais pas si ça sera... Si, je ferai sur votre personnalité. Tiens, j'inclurai ça dans une vidéo sur la personnalité. Donc, demain, petit live, enfin, petit ou grand, on verra. Ah non, c'est pas demain, c'est la semaine prochaine. Mais oui, mais tout à fait. Donc, voilà, la semaine prochaine, on travaillera donc mercredi sur les relations de couple et la sexualité. Donc, encore une fois, mettez-moi dans les commentaires quelles sont les questions que vous vous posez sur ça pour que je puisse orienter mon propos par rapport à vos questions. Ça sera le plus intéressant, je pense. Et puis, jeudi, je ne sais pas encore. Le jeudi, c'est toujours... je le décide toujours un peu plus tard. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Moi, j'adore faire les lives avec vous, donc c'est toujours un plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, prenez soin de vous et de votre famille. Au revoir.